Pardon. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation à cette session matinale qui va donc discuter de la ventilation pour aller plus loin. Moi, je me présente, je m'appelle Martin Ray, je travaille en réanimation, en pneumologie et réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et je suis très heureux de débuter et puis d'évoquer avec vous donc, quand la ventilation est délétère. Et on va essayer de voir ensemble ce qu'on a derrière ce titre. Donc voici ma slide de conflit d'intérêts. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec la présentation. Et pour débuter, quand on parle de la ventilation mécanique, c'est vrai que c'est un traitement qu'on a amené en place assez fréquemment dans nos services pour prendre en charge dans la plupart des cas une insuffisance respiratoire aiguë. Et l'objectif est d'apporter un bénéfice à nos patients de manière à permettre la guérison de la cause ayant précipité l'admission en réanimation et qui est à l'origine de l'insuffisance respiratoire aiguë, d'attendre la guérison et de pouvoir entrer dans le processus du sevrage. Donc la ventilation mécanique, de ce point de vue, n'est pas un traitement curatif, mais plutôt un traitement d'attente. Et en réalité, c'est aussi un traitement qui est associé à des effets secondaires, ce qu'on appelle des effets délétères. Donc j'ai prévu de discuter 5 d'entre eux, sachant que, bien entendu, on pourrait tout à fait envisager de parler d'autres complications, mais c'est vraiment celles qui sont au premier plan. Il y a, d'un premier point de vue, les asynchronies. On va voir de quoi il s'agit exactement. La dyspnée et l'inconfort, qui est également un effet secondaire de la réanimation, un effet délétère et qui n'est pas recherché, bien entendu. Les lésions induites par la ventilation, et ici, derrière cette notion, on parle des ventilations alvéolaires induites par la ventilation, les pneumopathies acquises sous ventilation mécanique, et enfin la dysfonction diaphragmatique. Donc si on commence avec les asynchronies, finalement, dans notre prise en charge quotidienne, les asynchronies, on les rencontre quand on va avoir l'impression que le patient n'est pas adapté au ventilateur. C'est souvent ça qui est au premier plan et qui est le plus parlant cliniquement. Si on s'intéresse à la définition exacte des asynchronies, il faudrait parler d'un décalage entre l'inspiration du patient et l'insufflation du ventilateur. Il s'agit d'une inadéquation entre la demande du patient et l'assistance qui est fournie par le ventilateur. Pour essayer de simplifier, de schématiser, pour mieux décrire quelles sont ces asynchronies, on a l'habitude de les distinguer selon 2 grands groupes. C'est toujours très schématique, bien entendu. Un premier groupe d'asynchronie où finalement la commande du patient, sa commande respiratoire est diminuée et l'assistance qui est fournie par le respirateur est importante et excessive. Et dans ce type d'asynchronie, on peut rencontrer les apnées centrales qui sont liées à une baisse de la PCO2 du fait de cette assistance excessive, d'une ventilation alvéolaire qui est trop importante. La PCO2 diminue et donc naturellement le patient a une commande qui est beaucoup plus basse. On distingue également les efforts inefficaces. Ces efforts inefficaces, on peut être amené à les rencontrer en cas de PEP intrinsèque. C'est par exemple le cas des patients BPCO qui ont une PEP importante et une partie de leur travail respiratoire va être consacrée à lutter contre cette PEP intrinsèque et ça peut générer des conflits avec le ventilateur. Troisième type d'asynchronie, c'est ce qu'on appelle les autodéclenchements. Ce type d'asynchronie peut être rencontré lorsqu'il y a des fuites, puisque le ventilateur va détecter une dépressurisation, ces fuites qui peuvent donc entraîner des cycles qui ne sont pas attendus par le patient. Dans le même type d'asynchronie, on distingue aussi les asynchronies liées au battement du cœur. C'est quand même maintenant de plus en plus rare, mais les battements du cœur peuvent générer des modifications de pression intrathoracique et donc induire des déclenchements du ventilateur. Dans l'autre versant, la commande du patient est augmentée, l'assistance du ventilateur est insuffisante, et ici on parle de double déclenchement ou de cycle prématuré. Je sais que Lise Piquiou va en parler tout à l'heure, donc je ne vais vraiment pas m'attarder là-dessus. Je voulais simplement vous montrer un exemple assez caricatural, bien sûr, puisque c'est toujours comme ça qu'on retient mieux les choses, où vous avez sur cette courbe de ventilateur donc le signal de pression. Le malade est ici ventilé en aide inspiratoire, et à l'étage du dessous, la courbe de débit. Finalement, grossièrement, si on ne s'attarde pas trop sur les courbes, à ce point ici, on n'aurait pas l'impression qu'il y ait une asynchronie. Mais si on regarde plus précisément, on voit qu'il y a quand même, comparativement au cycle d'avant, une augmentation du débit qui est montrée par les flèches, ainsi qu'une petite diminution de la pression. Et si on dispose du signal électrique
de l'activité électrique du diaphragme, par exemple avec un cathéter dédié qui peut être utilisé pour faire de la NAVA, qui montre donc les efforts du patient. On pourrait aussi utiliser la pression œsophagienne. Vous voyez que les flèches montrent bien qu'il y a eu un effort du patient, une demande du patient qui n'a pas été donnée par le ventilateur. L'effort est inefficace, la demande du patient n'est pas récompensée. Alors, les asynchronies, elles ont quand même des conséquences qui sont non négligeables, qui sont même très importantes. Il y a de plus en plus de données là-dessus. Les asynchronies génèrent de l'inconfort pour le patient, mais également pour nous, puisque quand on est amené à les prendre en charge et qu'on se rend compte que manifestement le patient n'est pas confortable, on a envie de faire quelque chose, c'est parfois très déstabilisant. La dyspnée est également, et je vais en reparler brièvement après, génératrice d'asynchronie. La durée de ventilation mécanique peut être augmentée s'il y a beaucoup d'asynchronie, ça a été montré à plusieurs reprises. Et également, on a des données plus récentes maintenant qui justifient d'être confirmées, mais qui tendent à montrer que la mortalité pourrait également être impactée. Alors, si on continue, on a parlé de la dyspnée qui pouvait être une conséquence des asynchronies. La dyspnée est quand même une conséquence non attendue de la mise sous ventilation mécanique, puisque la ventilation mécanique, on attend un bénéfice, et on va pouvoir, dans un certain nombre de cas, observer finalement de la dyspnée et de l'inconfort pour les patients. La dyspnée, c'est comme la douleur, c'est un symptôme qui doit être recherché et traité, puisque les patients sous ventilation mécanique ne peuvent pas communiquer. C'est souvent très déstabilisant pour eux de pouvoir, et impossible pour eux d'exprimer cette sensation de dyspnée, qui est génératrice d'un cercle vicieux avec, comme c'est représenté ici, des anomalies du sommeil, de l'inconfort de manière générale et donc vraisemblablement associé à un mauvais pronostic, même si c'est pour l'instant encore des données beaucoup trop préliminaires. Donc la dyspnée est vraiment un symptôme qui doit être recherché. Ce qui est intéressant, c'est que quand on recherche ce symptôme et qu'on règle le ventilateur, dans plus de 50% des cas, on va être capable de diminuer la dyspnée. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment être réalisé au lit de nos patients. Si on continue, dans les effets délétères de la ventilation mécanique, j'avais donc mentionné en introduction les lésions alvéolaires induites par la ventilation mécanique. C'est ce qu'on appelle en anglo-saxon, en anglais, le terme anglo-saxon de VILI, les Ventilator Induced Lung Injury, qui sont des lésions liées soit à de la ventilation à haut volume pulmonaire, qui est finalement de la surdistension, on va créer de la distension sur les alvéoles, ou à l'inverse, la ventilation réalisée à faible volume pulmonaire, où en l'absence de recrutement, l'ouverture et la fermeture des zones qui sont fermées peut créer des lésions de cisaillement. C'est ce qu'on appelle l'atelectroma. Alors, ces lésions ont des conséquences qui sont maintenant de plus en plus connues, d'abord au niveau régional, au niveau pulmonaire, mais peut-être également à distance, puisque ces lésions, c'est finalement ce qui va aggraver ce qu'on appelle le SDRA, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, ces lésions alvéolaires peuvent générer et peuvent survenir et aggraver les lésions qui étaient présentes précédemment, ce qui, bien sûr, va entraîner une aggravation du pronostic chez les patients. Et donc, c'est important d'essayer de les détecter et, si possible, de les prévenir. Alors comment? Eh bien, il faut utiliser tout ce qui est à notre disposition, et notamment, je n'aurai pas le temps de le développer ici, mais ce qu'on appelle les indices dérivés de la mécanique respiratoire, qui permettent soit d'observer l'absence de recrutement au niveau pulmonaire ou la surdistension. Ceci, c'est ce qu'on appelle la ventilation protective. Et finalement, pour bien régler notre ventilation, eh bien, il faut savoir placer le curseur de cette ventilation avec les indices comme pression de plateau, comme l'optimisation de la ventilation avec un volume courant plutôt bas à 6 ml/kg et la PEP qui doit être également réglée. Si on continue dans la description de ces lésions et ces effets délétères de la ventilation, il y a les pneumopathies acquises sous ventilation mécanique. Alors, on le sait maintenant, l'origine de ces pneumopathies acquises sous ventilation mécanique provient de ce réservoir bactérien qui est placé au-dessus du ballonnet de la sonde d'intubation. C'est les conséquences de micro-inhalation, puisque vous le voyez, la réserve bactérienne est très importante et les micro-inhalations vont produire des inhalations donc, sous le ballonnet de la sonde d'intubation et générer finalement
comme une pneumopathie d'inhalation quand le patient n'est pas intubé, d'où l'importance de bien regarder la pression du ballonnet de la sonde d'intubation. Donc, la définition de ces pneumopathies acquises sous ventilation mécanique, c'est compliqué, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, tout le monde n'a pas les mêmes critères. Il faut quand même retenir que le diagnostic est relativement, enfin pas compliqué, mais associe plusieurs éléments. D'abord clinique, bien entendu, avec la fièvre, biologique avec l'existence d'un syndrome inflammatoire, radiologique s'il y a un infiltrat radiologique, et enfin microbiologique, c'est indispensable, avec un prélèvement trachéal, l'aspiration trachéale, ou un prélèvement profond qui peut être réalisé avec un lavage broncho-alvéolaire ou un PDP. On peut également utiliser un score de suspicion clinique qui doit être confirmé. Le plus couramment utilisé, c'est le score CPIS, que je ne vais pas détailler, mais vous le voyez qui reprend les éléments que j'ai discutés, l'existence d'une fièvre, d'un syndrome inflammatoire, une dégradation de l'oxygénation et des anomalies à la radiographie de thorax. Ce score, ensuite, peut permettre la réalisation, doit inciter à la réalisation de prélèvements respiratoires. Alors, les choses ont un peu changé, ont un peu évolué sur ces définitions, et les experts internationaux, maintenant, parlent de ce qu'on appelle les complications liées à la ventilation mécanique, et derrière ce terme, on parle de modification de l'oxygénation, c'est-à-dire une augmentation de la PEP de plus de 3 cm d'eau et une augmentation de la FiO2 de plus de 20% pour une durée de plus de 48 heures. Si cela survient, on parle de complications liées à la ventilation mécanique. L'intérêt ici, c'est qu'on n'a pas de radiographie de thorax, et donc pour les équipes ou les endroits où il n'est pas possible de faire de radiographie de thorax, peut-être tous les jours par exemple, eh bien on peut quand même se poser la question de complications liées à la ventilation mécanique. Si ces complications sont associées à un syndrome inflammatoire, on va parler d'infections associées aux complications liées à la ventilation mécanique, et si en plus on va associer des sécrétions purulentes et des prélèvements microbiologiques, eh bien effectivement on parlera de pneumopathie acquise sous ventilation mécanique. Donc ceci pour vous dire que les choses évoluent constamment sur les définitions, puisque finalement le plus important derrière le choix d'une définition, c'est la prise en charge thérapeutique et ce qu'on va décider de faire, notamment en termes de prise en charge antibiotique. Pour terminer, je vais dire quelques mots de la dysfonction diaphragmatique et une autre complication qu'on connaît et qu'on attend malheureusement qui va survenir chez les patients qu'on place sous ventilation mécanique. Finalement, pour schématiser grossièrement, qu'est-ce que c'est cette dysfonction diaphragmatique induite par la ventilation mécanique? C'est Monsieur Muscle, et vous avez le gouverneur plusieurs années après. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Peut-être de la ventilation mécanique si finalement Monsieur Muscle était un diaphragme. Donc plus sérieusement, on a des données maintenant qui ont été réalisées donc, chez l'humain et qui ont bien montré, avec cette étude qui est une des études les plus importantes dans le domaine, que des patients qui sont, un exemple montré ici à gauche, qui sont soumis à une durée prolongée de ventilation mécanique, vont avoir une atrophie de leurs fibres musculaires diaphragmatiques. Vous voyez que les fibres musculaires sur l'image de gauche sont plutôt de petite taille, comparées aux fibres musculaires de patients qui ont été ventilés pour des durées très courtes, 2 à 3 heures. Regardez, l'échelle est exactement la même, c'est 50 micromètres, et pourtant la taille des fibres musculaires est beaucoup plus petite à gauche. Donc l'atrophie induite par l'inactivité diaphragmatique, c'est réellement une réalité chez les patients soumis à la ventilation mécanique. On le sait aussi, si on mesure la force du diaphragme par la pression qu'il peut générer, c'est ce qui est montré sur cette diapositive en blanc chez des sujets plutôt normaux, sains, qui n'ont pas été soumis à la ventilation mécanique de manière prolongée. La force du diaphragme est plutôt normale, autour de 20 cm d'eau. Et au cours du temps, chaque jour, vous le voyez, la force diaphragmatique va diminuer avec une diminution de la capacité du diaphragme à générer une pression. Cette dysfonction du diaphragme est temps dépendante, et plus la durée de ventilation mécanique augmente, et plus la force du diaphragme diminue. Ceci est quelque chose qui est maintenant bien connu, et vous le voyez, la prévalence de la dysfonction diaphragmatique, notamment au moment du sevrage, est importante, puisque ici, sur 6 études qu'on avait reprises, la prévalence, la proportion de patients qui ont une dysfonction diaphragmatique au moment du sevrage est importante, entre 60 et 80%, ce qui est réellement considérable. Et dans le travail qu'on avait réalisé dans le service, donc 2 tiers des malades avaient une dysfonction diaphragmatique au moment du sevrage, et cette dysfonction était associée à des difficultés de sevrage. C'est ce que vous pouvez voir sur le tableau qui est ici. Les malades qui ont une dysfonction diaphragmatique ont un sevrage plus difficile de manière significativement plus importante.
Voilà, j'ai terminé, j'ai été assez rapide, mais je serai très heureux de prendre vos questions si vous en avez, et je vous remercie pour votre attention.